Ça devrait être live maintenant. Live. Zoom est un petit peu lent ce soir. Mais nous sommes live. Je veux voir que nous sommes live. Ouais. Excellent. Tu me dis quand tu es prête, Noli? Bien sûr, Fabrice, tu as vu? Et... Ah, ça y est, ouais, je le vois. Ouais. Moi, peut-être qu'il y a quelque chose qui me manque, mais peut-être que je refresh ma page, on dirait que je ne le vois pas. Dans Talent caché, tu ne le vois pas sous Talent caché? Oui, je le vois, c'est bon. Ah, OK, parfait, excellent. Dites-moi quand vous avez fait votre feed, puis on va commencer. OK, cool. Et là, c'est bon. Là, je l'ai partagé. Laisse-moi essayer de le partager sur ma page. Voilà. OK, c'est bon. Je vais faire comme Fabrice. Excellent. On met ça. OK, moi, ça me prend, donnez-moi un instant, là. Share. Par contre, là, on est en direct, c'est-à-dire les gens nous voient en train de faire tout ça. Ouais, les gens nous voient, là. Les gens nous voient. Écoutez, bah, toute une émission ce soir. Et je ne sais pas comment tu fais. À chaque semaine, tu nous arrives avec des joyaux cachés, des talents cachés. Mais les deux gars qui sont avec nous ce soir, c'est plus que des talents. C'est des monuments ici à Montréal. Noli, encore une fois, merci pour ces rendez-vous dominicaux. Je te cède la parole. Bonne émission. Les gens nous voient. Toute une émission ce soir. Et je ne sais pas comment tu fais. À chaque semaine, tu nous arrives avec des joyaux cachés, des talents cachés. Mais les deux gars qui sont avec nous ce soir, c'est plus que des talents. C'est quelqu'un qui a son feed, Facebook, faudrait qu'il ferme son Facebook. Dominical, je te cède la parole. C'est moi? Non, c'est pas moi. C'est bon? C'est bon. Écoutez, désolé pour cette interruption. Écoutez, on a deux personnalités publiques, on a deux personnes influentes au Québec. Ils ont leur mot à dire dans chacune des sujets. Et aujourd'hui, on touche au sujet d'actualité. Les deux ont fait des sorties publiques, les deux ont discuté, ils mettent des points sur des sujets qui sont quand même assez chauds. Depuis la COVID-19 est arrivée, il y a beaucoup de personnes, les journalistes, il y a des sujets qui ont été sont sortis. Puis en plus, on a eu la beauté d'avoir notre chef, Dominique Anglade, qui est sorti. Puis il y a eu des controverses à ce sujet. Puis aujourd'hui, je voulais entendre les deux personnalités publiques, Fabrice et Eddie, à ce sujet-ci. Parce que les deux ont fait une sortie. Puis je trouve que c'est intéressant d'avoir leur opinion. Ceci dit, comme à tous les soirs, comme tous les dimanches, vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions. Il y a Judith qui va les prendre et puis elle va les filer à Ansley, elle va me les prendre aussi. Au fur et à mesure que vous avez des questions, bien, on va les poser aux deux invités. Puis, on va essayer de passer une heure agréable. Ansley, écoute, écoute, tu sais que c'était chaud ces dernières semaines. Puis, tu voulais, il y a des questions qui sont déjà arrivées pour Fabrice. On ne t'entend pas? On ne t'entend pas? Ah, tu vois, mon micro était trop chaud, j'étais sur mute. Aïe, aïe, aïe. Désolé du bruit. Merci pour l'introduction, Noli. Puis oui, effectivement, merci de me passer le micro. Effectivement, Fabrice, écoute, Fabrice, un talent naturel. J'ai travaillé avec lui sur le fonds Campé Foundation en 2010. Puis j'ai vu un jeune homme qui voulait le meilleur pour son prochain. Un jeune homme qui voulait le meilleur pour Haïti. Un jeune homme qui voulait faire briller la nation. Puis ce gars-là, aujourd'hui, quand on le regarde avec 4-3 points, écoute, il est allé à UDM, il a gradué en droit, il est allé au barreau, c'est un grand avocat, il a travaillé dans la firme Langlois, puis à un moment donné, il a dit, you know what, je veux aider mon prochain, je veux aider mes jeunes, je veux devenir un coach avec 4-3 points. Fabrice, comment ça va? Ça va bien, merci de m'inviter. Bonjour tout le monde. Excellent. Fabrice, la première question que j'ai pour toi, Fabrice, il y a quelques semaines, depuis le début du mois de mai, tu sors certaines vidéos qui ont un impact sur la communauté. J'aimerais que tu nous parles rapidement, pour les gens qui ne le savent pas, de « Je me souviendrai ». Oui, je me souviendrai. Je dirais en fait que ça a parti de l'idée d'une vidéo que j'ai vue d'abord et avant tout en Angleterre, qui était sur le thème Clap for Me Now, qui montrait une vidéo qui remerciait les travailleurs essentiels de différents horizons, avec une perspective particulière, c'est de valoriser en fait ceux qui étaient issus de l'immigration, puis les travailleurs racisés. Puis quand j'ai vu cette vidéo-là, je l'ai montré à des amis. Puis l'idée, en fait, est partie de lancer une vidéo qui allait faire quelque chose de similaire en contexte québécois, de montrer des visages qui sont peut-être un peu moins vus, malheureusement, dans nos communications mainstream. Puis quand on a passé la vidéo, on est quand même assez impressionnés. Il y a eu plus de 300 visionnements si on combine toutes les plateformes.
il y a une deuxième vidéo qui a été sortie également sur le thème Marchons unis ce lundi, le jour de la journée du drapeau, qui était combinée en fait avec la fête des Patriotes. Puis je dirais que je me souviendrai, en fait, c'est un mouvement finalement, parce que c'est pas juste moi, c'est comme des dizaines de personnes qui sont dévouées, les gens qui embarquent, qui share les chroniques qui sont écrites là-dessus. Puis selon moi, ce que ça veut dire, c'est bien, à partir du moment où la pandémie nous révèle que on est capable de se voir de façon humaine au-delà des stéréotypes, est-ce qu'on peut se souvenir de ça éventuellement? Donc, c'est ça un peu le thème de Je me souviendrai, finalement. OK. Anne-Céline, ton micro? Ton micro? Le 18 mai, merci beaucoup, Fabrice. Le 18 mai, effectivement, le Marchons unis, on sent que c'est la chanson thème d'Haïti. Écoute, avec les paroles, l'émotion, chaque fois que je la vois, j'invite tous les auditeurs à aller regarder sur ta page Fabriqueville pour voir cette vidéo. Elle est vraiment très, très, très touchante. Fabrice, bravo pour ce beau travail. Merci. J'aimerais t'emmener à une autre parcelle. Je vais juste mentionner une chose, parce que j'ai très précis, compte tenu des gens qui nous écoutent. La chanteuse qui a chanté la chanson, c'est Valérie Clio, qui a donné un bon coup de main avec d'autres personnes aux paroles. Et c'est Ralph Télémac Rickies, qui est la personne qui est au piano. Donc, je tiens à le mentionner pour leur dire un gros merci. On essaie vraiment, c'est très, très touchant comme chanson, puis ça vient nous chercher avec les images des premières personnes sur la première ligne. Vraiment très haut, bravo, bravo. Fabrice, ça m'amène à la prochaine question. Tu as réagi fortement à ce que M. Legault a dit au niveau des demandeurs d'asile. J'aimerais pour que les gens qui ne savent pas exactement comment tu as réagi, tu étais très fâché. Est-ce que tu peux nous faire un sommaire de ta réaction et de ta position par rapport à ce que Legault dit? Il y a plusieurs choses que je dirais par rapport à cet enjeu-là, parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été mentionnées qui m'ont frustré. Et une des choses, c'est la manière dont notre premier ministre a répondu quand la question lui a été posée par un journaliste de Intexto, qui est un journal haïtien local. Premièrement, ce qui était curieux, en fait, il s'est fait questionner par rapport à sa position en lien avec le rejet d'une motion qui avait été déposée par la députée Catherine Fourrier à l'Assemblée nationale, qui visait à reconnaître le travail des demandeurs d'asile qui travaillent dans le secteur de la santé contre le COVID et de demander au gouvernement fédéral de régulariser leur statut. Donc, dans ce contexte-là, la motion a été appuyée par l'ensemble des partis à l'Assemblée nationale. La CAQ, par contre, a rejeté la motion. Il n'y a pas eu de débat. Et quelques jours plus tard, M. Legault s'est fait questionner sur sa position à lui. La première chose, c'est qu'il ne semblait pas informé du dossier. Il a répondu en faisant un lien avec l'ouverture des frontières, alors que ça n'avait aucun rapport. Le point concernait spécifiquement les gens qui sont ici et qui contribuent. La deuxième chose qui a été, pour moi, frustrante, c'était de le voir refuser, en fait, donc d'appuyer la position de son gouvernement, de son parti, puis en fait, c'est sans surprise, en ajoutant par contre qu'il y avait il y a deux ministres haïtiens au gouvernement et que l'un des deux ministres est son ami. Et de voir le chef d'État utiliser l'excuse il y a un ami haïtien pour refuser quelque chose d'aussi important, moi, c'est venu me chercher. Puis après, je pourrais aller dans un ensemble de technicalités, mais ça, c'est une partie de ce qui vient me chercher. Indépendamment de nos positions partisanes ou pas, indépendamment de la partisanerie, je pense qu'un chef d'État est supposé, should know better, excusez-moi l'expression en anglais, mais devrait être en mesure, en fait, d'être informé des dossiers et de prendre des positions qui s'élèvent un peu plus, selon moi. Est-ce que je peux poser une question vite fait? Est-ce que tu penses qu'il n'était pas informé du dossier ou tu penses vraiment qu'il a été pris par surprise par la question puis il n'était pas prêt à y répondre ou à éviter de donner la réponse? Parce qu'il avait vraiment répondu à côté, il a détourné le… Tu sais, quand tu poses une question qui est assez difficile à répondre à un politicien, en général, il s'arrange toujours pour essayer de répondre un peu à côté ou d'un peu détourné. Puis je pense que c'est ça qui s'est passé, mais je crois qu'il est très informé du dossier. Moi, je ne serais pas en mesure, je ne vais pas lui prêter d'intention, je ne serais pas en mesure de dire s'il était informé ou pas. J'ai dit qu'il semblait non informé. Pour le reste, je ne suis pas dans les secrets des yeux. Donc, peut-être qu'il l'était, peut-être qu'il ne l'était pas. Puis ça, je laisse le soin de décider. Mais ce qu'il nous a montré, c'est quelqu'un qui était non informé.
Ouais. Fabrice, justement, en parlant de ça, tu as mis un soutien par rapport à ça, parce que tu as sorti publiquement, tu as dit on devrait soutenir nos anges gardiens. Et là, en parallèle à ce que le Legault avait dit, tu avais dit, bien écoute, il faut vraiment qu'on fasse une manifestation, on doit vraiment sortir pour soutenir ces anges gardiens-là. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on devrait sortir? Parce que là, les sorties publiques, on commence à sortir dans la communauté, on voit des gens qui commencent à se mobiliser. Mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu vois? C'est quoi ta vision face à ça? Il y a eu hier, entre autres, une manifestation publique qui a fait les médias. Je sais qu'elle était faite en collaboration avec Extinction Rébellion, qui est un groupe environnemental. Et là, je crois que le groupe était Debout pour la dignité qui organisait la manifestation. Donc, Wilner Caillot, Franck Sandré étaient impliqués. Moi, il se trouvait que je travaillais avec les jeunes de Pour 3 points, mais j'habite sur Crémazie, j'habite sur Fab.Crémazie. Donc, j'ai vu la manifestation passer de ma maison. Donc, je ne pouvais pas y participer, mais j'étais au travail. Et selon moi, la manifestation est justifiée. Et je crois que c'est important de faire savoir notre désaccord. Et donc, j'appuie la manifestation qui a eu lieu hier. Et s'il y en a d'autres qui s'organisent et qui s'organisent de façon pacifique et qui s'organisent de manière centrée sur les enjeux, je vais clairement continuer à donner mon appui à ces manifestations-là en espérant que le gouvernement prenne des décisions avant que ça continue. Parce que le gouvernement, présentement, les deux gouvernements, en fait, puis je ne vais pas entrer dans les détails, mais les deux gouvernements, pour des raisons différentes, peuvent donner suite au dossier. Et présentement, ils ne le font pas. Donc, avant d'attendre les manifestations, moi, je pense que dès demain, on est lundi, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des prises de position et c'est ce que je souhaite. OK, mais là, c'est bien ce que tu dis. On devrait faire des prises de position. Justement, Eddie, vous êtes des personnalités publiques. Est-ce que vous pouvez porter ce poids-là pour justement aider toutes les gens qui manifestent pour justement appuyer cette situation-là qui est quand même assez importante? Ben, moi, d'après moi, écoute, on est des citoyens comme les autres, tu comprends? C'est sûr que nous avons chacun notre plateforme et on le fait de la manière dont on peut, c'est-à-dire de la même manière que vous êtes en train de faire justement ce live, justement pour parler des vrais enjeux. Moi, je le fais en faisant des jokes. Donc, justement, c'était le thème de ma prochaine vidéo, justement de parler, de venir en appui à travers mon humour et puis Fabrice de le faire à travers son activisme. Donc, ouais, je pense que tout le monde, à sa manière, peut faire quelque chose. Et, guys, la vérité, même si vous pensez que vous êtes à la maison, vous ne pouvez pas faire grand-chose, en vrai, un tweet, un statut Facebook, une story Instagram ou quoi que ce soit, et vous taguez les bonnes personnes, c'est déjà ça. Tu vois ce que je veux dire? Et de plus en plus, s'il faut après ça qu'il y ait d'autres mesures qui soient encore prises ou bien d'autres initiatives qui soient prises, bah, je pense qu'on s'organisera en tant que tel, tu vois. Mais c'est sûr que c'est très important de comprendre que je pense que nous avons notre part, nous avons un poids. Puis même, tu vois, si tu regardes un peu justement cette histoire-là, tu te rends compte que selon l'article que j'ai lu, 800 de ces gens-là qui sont en attente de régularisation sont en train de travailler dans les CSHLD, tu vois. Et ce qui est assez curieux, c'est que tu as le Premier ministre qui implore les gens de retourner au travail, d'avoir des gens qui sont là, l'appel à l'armée, tout ça. Mais si demain, ces 800 qui sont dans un espèce de néant au niveau de leur futur, au niveau de leur papier, disent, bon, ben, dans ce néant-là, qu'est-ce qu'on ne va pas rester ici, on décide de partir. Si à ce moment-là, ça arrive, le pétrin dans lequel la province se trouve, le pétrin dans lequel le Grand Montréal se trouve est énorme. Donc, ce n'est pas sous-estimer l'impact que nous avons. Donc, je pense que les dirigeants le savent, ils sont au courant. Donc, je pense que chez vous, déjà, un tweet, un statut Facebook, vous taguez, s'il y a un hashtag qui existe, mettez-le et tout ça. Et déjà, ça va faire comprendre un peu déjà le poids que nous avons dans la balance dans cette résolution de cette pandémie, quoi. Merci de l'amener. Est-ce que je peux dire quelque chose aussi, d'accord? Parce que tu as amené quelque chose d'intéressant. C'est le pouvoir que tous et chacun ont, tous et toutes ont, Eddie. Tu sais, moi, je me souviens, j'étais au cégep, au collège Brébeuf de 2001 à 2003. Eddie, des fois, une fois de temps en temps, il n'était pas là, mais on se voyait à ce moment-là. C'est connu à cette époque-là. Ouais. C'est connu à cette époque-là. Ainsi, tu as mentionné la jeune chambre de commerce haïtienne. En fait, l'époque de la Fondation Campé, qui était, excusez-moi, j'étais impliqué à la jeune chambre de commerce haïtienne en 2009-2010. Dès 2011, c'était la Fondation Campé
mais c'est du travail, d'engagement. Donc, je réfère à ces moments-là, qui sont des moments où on a appris à se connaître, où je pense que l'engagement prend naissance des fois à des moments où on n'a pas nécessairement de plateforme. Puis tout le monde présentement a quand même quelques followers justement sur Facebook, Twitter, Instagram, puis on est nos propres médias. Puis aujourd'hui, je peux dire, OK, peut-être que c'est vrai que j'ai plus de tribunes, mais la vérité, c'est qu'on a toute une plateforme. On est tous capables de communiquer. Puis moi, personnellement, je l'apprécie. Je ne veux pas rejeter les tribunes que j'ai, mais en même temps, quand je suis chez nous, I'm just a regular guy. Puis quand je suis dans le public avec vous, I'm still just a regular guy. Finalement, je pense que la force, c'est pas si uniquement moi, Eddie ou d'autres parlent, c'est que si tout le monde parle ensemble, incluant nous, là, on est plus fort ensemble. Mais là, je pense que le mouvement se fait parce que le but, c'est de faire en sorte comme ça que ce qu'on dit aujourd'hui, ce que vous dites aujourd'hui, puisse avoir un impact pour régulariser cette situation-là. Parce qu'on ne peut pas ignorer que les gens qui sont présentement dans les CHSLD, on sait très bien comme ça qu'ils sont d'origine de la diversité. Si ce n'était pas eux, je ne veux pas dire que c'est seulement eux, mais si ce n'était pas eux, le système de santé qu'on connaît actuellement serait défaillant. Elle l'est déjà, mais elle serait défaillante. Maintenant, ne pas donner pas le pouvoir, mais en fait la citoyenneté, je trouve que là, c'est un manque au niveau, personnellement, je trouve que c'est un manque au niveau du gouvernement. Je ne sais pas si vous pensez comme ça qu'il y a une influence, c'est quelque chose que nous pouvons faire de différent. Vous avez parlé de plateforme, il y a une manifestation pacifique, mais quoi d'autre que nous pouvons faire ensemble pour faire la différence? Il y a aussi une pétition, qui a été déposée par la concertation haïtienne pour les migrants et qui a été appuyée par Alexandre Boulris. Donc, c'est sûr que si jamais votre page, vous partagez le lien, il y a quelques milliers, je pense qu'il y a un peu plus de 2000 personnes qui l'ont signé. Ça a l'air de rien, mais si on additionne 1 plus 1 plus 1, on fait plusieurs milliers. Donc, juste faire ça, c'est un acte en plus. Donc, c'est une idée parmi plusieurs autres qui manifeste l'appui à la demande. C'est sûr et certain qu'une pétition qui compte un large volume de personnes, c'est une manière de contribuer. Anne-Soleil, tu avais des points que tu allais amener? Oui, ce que j'allais mentionner tout à l'heure, Fabrice et Eddie, les deux, effectivement, vous avez des plateformes intéressantes. Toi, la presse, Le Devoir, Radio-Canada pour Eddie. Est-ce que vous sentez que lorsque vous êtes sur cette plateforme, qu'il y a de grandes écoutes avec grand public, peu importe la diversité, peu importe la nationalité, que vous pouvez dire ce que vous avez? Est-ce que vous avez carte blanche? Est-ce que c'est facile pour vous de passer votre message? Il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Tu veux y aller, Fabrice, ou j'y vais? Moi, j'aurais tendance à dire, je vais prendre la responsabilité de mon vécu là-dessus. Je pense que, comme dans n'importe quel contexte, des nuances sont pertinentes, mais peu importe les contextes, c'est-à-dire quand je parle avec ma famille, je ne parle pas de la même manière que quand je parle avec mes collègues de travail, ça change tout le temps. Je dois aussi dire que c'est vrai que par moment, dans les contextes de tribunes médiatiques, radio ou télé, ou écrite, il y a des moments où je me suis retenu. Et oui, parfois, c'est ma perception, en fait, que il y a des non-dits qui m'invitent à me retenir. Mais la vérité, c'est que je préfère, moi, prendre la responsabilité de ça aujourd'hui. J'espère m'exprimer librement. Puis, moi, je suis dans ce mindset-là, puis la pandémie m'a aidé pour ça. Je me suis dit, la vie est trop courte. Comme, je suis rendu à une étape où je me dis, non, c'est le temps de dire qu'est-ce que j'ai le goût de dire. Fait que ce soir, par exemple, je suis à Tout le monde en parle. I'm going to say what I'm going to say. Je veux vraiment dire qu'est-ce que j'ai à dire parce qu'il y a des enjeux qui sont trop importants. Donc, je préfère ne pas faire d'angélisme, dire tout est beau, il y a vraiment de la pression dans le milieu médiatique, oui, selon moi, mais j'ai aussi envie de me dire que je peux prendre ownership par rapport à ça, puis les deux existent en même temps. Eddie, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Moi, je le vis un petit peu différemment, simplement par rapport à ma plateforme et mon médium et mon métier. C'est-à-dire, peu importe si tu es d'accord avec moi, à partir du moment où tu as rigolé avec moi, ça y est, c'est mort, on est ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas vraiment… as long as I'm funny, my first job is to be funny. Ceci, peu importe ce que je dis, peu importe les positions que j'ai, peu importe ce que je fais ou quoi que ce soit, mon premier mandat est d'être drôle. Et ça me donne quand même le privilège de pouvoir vraiment bien exprimer ce que j'ai envie de dire ou d'aller au fond des choses et de parler des choses
du moment qu'il y a le rire qui vient avec, tu vois. Mais je vous dis que les deux, vous le faites extrêmement bien. Vous êtes très, très, très dominants, des bons ambassadeurs pour la communauté au sein de ces grandes plateformes-là. Bravo, les gars. Et je sais que l'heure avance, Fabrice, mais je ne peux pas te laisser quitter sans te poser la question et avoir ta réaction par rapport à ce que M. Ferrandez à 98.5 a dit il y a quelques jours, quelques semaines. Quelle est ta position là-dessus? Comment tu te sens aujourd'hui avec un recul? Est-ce que tu veux que je lise? Moi, je suis très contente qu'elle soit haïtienne, mais il ne faudrait pas qu'elle joue la carte haïtienne dans sa pleine grandeur. Alors, M. Luc Fernandez, il en a fait écho, il en a fait parler, tu as sorti publiquement et dit aussi, tu en as parlé. Moi, Fabrice, il dit, je veux entendre votre opinion, mais personnellement, je me dis, est-ce que c'est parce que tu es né, quand tu nais à Montréal-Nord, à Saint-Michel-aux-Rivières-de-Péry, tu ne peux pas arriver à une certaine étape dans ta vie? Est-ce que c'est ça que je dois comprendre? Ben, est-ce que tu voulais commencer, Eddie, ou… Moi, je vais dire ma position, mon opinion par rapport à ce mec-là, ou ce genre d'individu-là, OK? Ils sont là pour ça. That's what they do. That's their job. Le fait qu'on est en train de parler d'eux en ce moment, that's what they need. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça leur job, tu vois. Et moi, quand j'ai répondu à ça dans ma vidéo, c'est d'utiliser aussi ce qu'ils font comme nous le faisons, comme eux, ils le font avec nous. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand j'ai fait la vidéo en réponse à ça, tu as tous ces gens d'extrême droite et tout ça qui sont fâchés et tout ça, mais qui ont cliqué sur la vidéo pareil. Comment? Et qui m'ont mis autant de views. Mais eux, c'est ça qu'ils cherchent à la radio, de dire le petit truc un peu controversé, le petit truc qui va nous titiller, puis qui va nous énerver, qui va dire « Oh, mais regarde, tu as vu ce qu'il a dit, puis on va tous le partager et tout ça. » Mais tu sais, il y a une expression africaine qui dit « Il y a des gens, ils sont nés avant la honte. » Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quand la honte a été créée, eux, ils étaient là bien avant, tu comprends? Ils n'ont pas honte, ils n'ont pas peur du ridicule, ils n'ont pas peur de ce genre de choses-là, tu comprends? Donc, que tu parles bien en eux ou que tu parles de mal en eux, pour eux, c'est important juste que tu parles d'eux. Pour qu'après ça, eux, ils écrivent un article qui est boiteux avec voilà, des liens un peu bizarres ou quoi que ce soit, ou qu'ils fassent un commentaire qui est un peu boiteux et qui a des liens comme bizarres et tout. Et toi, tu dis, tu as dit ce qu'il a dit, ça va cliquer. Et après ça, Cogeco, en dessous, il y a des pubs. Journal de Montréal, en dessous, il y a des pubs. Tous ces gens-là, en dessous, il y a des pubs, tu comprends? Je pense que ces gens-là, la meilleure manière de leur répondre, c'est soit faire comme le judo, tu utilises leur propre force contre eux, tu vois, tu comprends? Ou tu les ignores complètement. Tu fais comme s'ils n'existaient pas. Vous connaissez ces chroniqueurs-là, vous connaissez les grands noms de ces chroniqueurs-là. Vous voyez un truc avec un titre boiteux, cliquez même pas dessus. Oui, mais ils le font souvent. Puis moi, je trouve comme ça que c'est une façon de comme un peu, on pourrait dire, rabaisser, entre parenthèses. Ouais, tu peux pas me rabaisser si tu n'es même pas à mon niveau, en vrai. Oui, mais c'est pas comme ça que… Je comprends mais très bien. Parce que nous, chaque fois qu'on va répondre à ces gens-là qui font ces articles-là, quand tu sais c'est quoi qu'ils ont derrière, on se rabaisse à leur niveau à chaque fois. Moi, c'est ce que je pense, tu comprends? Nous sommes offensés, nous sommes machin, et après, on se partage tous les clics, on se partage, tu as vu quel article, qu'est-ce qu'il a fait, tout ça, machin, puis ils ont gagné dans le fond, parce qu'eux, ils s'en foutent ce qu'on pense d'eux, tu comprends? Puis ça même pas, puis même que son commentaire en tant que tel a plus ou moins d'incidence dans la balance, tu comprends? Ça a juste l'incidence ou de l'importance quand on leur donne de l'importance. Moi, c'est mon avis personnel. Oui, je comprends. Fabrice, toi, qu'est-ce que tu en penses face à ça? Il y a des parties que je partage de ce que tu dis, Eddie, d'autres que je ne partage pas. Okay. Les parties que je partage, c'est en lien avec des chroniqueurs qui, tout le temps, vont faire leur pain et leur beurre de ce type de commentaires-là. Puis moi-même, des fois, je tombe dans le piège de répondre, puis je fais il me semble que j'ai accordé de l'attention où est-ce que je n'aurais pas dû en accorder ou de l'énergie où est-ce que je n'aurais pas dû en accorder. Mon opinion, c'est que Ferrandez, c'est un gars de gauche, il ne faut pas oublier, premièrement. C'est un gars qui était avant à Projet Montréal, qui a toujours lutté pour l'environnement. Lui, il porte vraiment le bébé environnemental. Puis il a toujours porté la notion des inégalités de façon très forte. Puis un des messages que lui portait dans qu'est-ce qu'il exprimait, c'était la prudence à exercer en lien avec les politiques d'austérité du Parti libéral. Donc là, je vais m'arrêter là pour juste camper cet élément-là.
OK. qui, pour moi, le distingue de certaines radios de Québec, par exemple. Comme, il y a deux niveaux. Okay. Mais par contre, c'est là, moi, je suis en train de dire, on peut marcher puis marcher de la gomme en même temps. Moi, je dis ça. Et en même temps, je pense que ses commentaires étaient vraiment irresponsables. Selon moi, de proposer des termes qui suggèrent que la communauté haïtienne, c'est vraiment, on est dans la misère, c'est les misérabilistes, c'est un grave problème. Et ça, il a vraiment failli à ses propres responsabilités. Moi, je dirais que M. Ferrandez, selon moi, n'est pas off the hook sur ce dossier-là. Je m'attends à ce qu'il trouve une manière, au-delà de ce qu'il a fait sur Twitter, parce que sur Twitter, il s'est excusé à demi, mais au-delà de sur Twitter, qu'il aille plus loin. Donc, est-ce qu'il va utiliser ces plateformes 98.5 pour en parler? Ça, je ne le sais pas. Fait que je partage ce que tu dis par rapport à ne pas faire attention, mais dans son cas spécifique, moi, je me dis que c'est... je ne veux pas l'excuser, contextualiser et le tenir responsable quand même. Il y en a d'autres pour qui j'ai moins d'espoir. T'as moins d'espoir. Écoute, vas-y. Ouais, bah, écoute, je te suis là-dessus parce que je t'avoue que moi, je ne connais pas son travail en profondeur. Je ne connais pas son travail en profondeur, mais par rapport à ce que tu m'expliques, des fois aussi, c'est que ce soit de droite ou de gauche, c'est sûr qu'on ne peut pas le mettre de la même manière qu'on met certains d'autres qui sont droite et même extrême droite ou quoi que ce soit. Mais même de gauche, des fois, et même des fois, certaines choses que, même quand les gens veulent certaines bien faire, un peu comme, tu sais, quand il a dit cette manière-là, tu sais, c'est comme un peu les gens qui vont, je sais pas moi, qui vont en Afrique ou en Haïti pour aider, tout ça, mais qu'en fait, ils font comme du tourisme un peu je sais pas, du humanitaire, en fait, tu comprends? Tout à fait. Pour se sentir un peu bien avec… Mais tu vois, il y a quand même une certaine condescendance, il y a une certaine quand même… Et moi, quand j'ai senti ces paroles-là, c'est ça que j'ai senti, tu comprends? Puis ça, pour moi, ça ne nous aide pas plus. Et je pense que ce n'est pas la première fois qu'il dit ça de Madame Anglade. Et je pense que ça fait 2 fois. Et je pense que même si ce n'est pas un mec de droite, je pense qu'il avait exactement la même condescendance et que moi, bon, c'est… Je le partage. La distinction que je fais, la distinction que je fais, c'est que et ça, c'en est un défi. C'en est un défi selon moi. Il n'y a pas de problème. C'en est un défi selon moi. Souvent, la gauche qui est vraiment focusée sur l'environnement, la lutte des classes, la lutte contre la pauvreté, ils n'arrivent pas à saisir les enjeux raciaux puis l'interrelation. Ça, c'est un défi. Puis moi, ça mérite quand ça arrive. Donc, pour moi, ça, c'est un exemple. Il parle au service d'une communauté, il pense qu'il parle au service d'une communauté, mais il dit quelque chose qui est le contraire. Donc ça, c'est l'enjeu. Donc, je te suis là-dessus tout à fait. C'est frustrant. Et en même temps, je pense que ce n'est pas la même chose que les gens qui se lèvent le matin et qui disent « je vais te payer pour produire des trucs ». Parce qu'il y en a qui checkent, ils vont checker qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que je vais dire. Puis tout ce qu'ils font, c'est produire une chronique pour se faire payer pour dire les choses. Puis ça, ce n'est pas la même game, selon moi. OK. Écoute, je n'avais pas vu comme ça, mais tu as soulevé quelque chose, Fabrice, parce que oui, tu as dit Fernandez, il s'est excusé à demi, mais il avait écrit à Carla, il a répondu à Carla par rapport à ça. Il a répondu à Carla, il a répondu à moi aussi, il a répondu, je crois, à Martine Saint-Victor. Il a fait les 3. Et là, je n'ai pas les mots devant moi, mais de mémoire, il y a des excuses, mais l'excuse est comme « it's not full ». Il manque un bout, là. J'ai lu, ce n'est pas tout à fait des excuses. Il s'est réexpliqué, mais pour lui, il disait comme ça que, écoute, il faut juste, il est encore dans l'esprit, on ne peut pas mettre cette personne-là, parce qu'elle ne vient pas de la même classe qu'une personne de Saint-Michel-Rivière-des-Prairies au Montréal-Nord, que quelqu'un de Quart-Civile. Mais il a répondu, mais il ne s'est pas excusé. Il réitérait. Je vais essayer de articuler ce que j'ai à dire pour être le plus clair possible. Ce en quoi je crois, c'est de marcher jusqu'au bout avec les personnes qui font leur bout de chemin avec les limites qu'ils ont. Qu'est-ce que tu veux dire? Soyons clairs. C'est drôle parce que la phrase qui me vient, la phrase qui me vient vraiment maintenant, c'est « Mon Dieu, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est tellement dit.
Totalement. Non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais ça c'est moi. Puis je ne veux pas l'imposer à personne. Je ne veux pas imposer à personne cette manière de vivre-là. Il y a du monde avec qui je ne vais pas ride avec toi parce que je sens qu'il y a une intention que je n'arrive pas à saisir, puis je ne vais pas ride avec toi. Lui, je ne suis pas en train de le plus, je ne le connais pas. Puis c'est pour ça que j'ai dit que c'est des excuses à moitié. Mais plutôt que de dire je te cancel puis je te regarde aller de loin, dans mon rôle et dans mon travail, c'est de tenir la personne responsable, mais continuellement. Puis de ne pas lâcher la personne jusqu'à ce que la personne elle progresse. Parce que c'est basically, je crois, en fait, quelque chose qu'on a à faire. Quand on parlait tantôt, par exemple, des migrants, puis de mettre de la pression, c'est parce qu'il y a quand même un espoir fondamental que nos gouvernements peuvent faire quelque chose. Je crois que quand certaines personnes commettent des torts, comme M. Ferrandez, je ne suis pas en train de l'excuser, c'est de dire voici ce qui est problématique et on peut continuer avec ça. Puis moi, je vous le dis, et je ne sais pas après ça si ça va changer, mais je pense que ça peut évoluer et je crois que c'est important de le faire parce qu'on ne peut pas juste marcher seul. À un moment donné, il faut se faire des alliés. Puis si à chaque fois que quelqu'un fait des erreurs, on les cancel, on n'avance pas. On ne peut pas juste avancer seul, pas en 2020. Ben, moi, je suis d'accord avec ça. Et dit, Fabrice, justement, pas en 2020. Pas en 2020. En 2020, on est des gens qui sommes éduqués. Beaucoup ont des postes importants. Beaucoup sont des gens influents. Est-ce que si on se met ensemble pour faire changer les choses, ça va être possible? Parce que je pense qu'on est rendu là. Parce qu'on entend des journalistes, on entend le gouvernement qui nous disent ben écoute, on met de côté, vous ne pouvez pas aller ici. On donne comme certaines balises. Est-ce que maintenant, on est capable de sortir tous pour dire, écoutez, on est capable de faire la différence? Moi, je pense que ouais, et je pense que cette pandémie-là montre à quel point elle soulève un truc. Tu sais, moi, j'avais toujours dit ça, même bien avant la pandémie, que tu sais, chaque communauté ou chaque groupe ou chaque communauté, la façon dont ils arrivent à avoir une influence, c'est dépendant du poids qu'ils ont dans la société aussi, tu comprends, ensemble, tu vois. Et je pense que nous ne réalisons pas toujours le poids que nous avons, surtout nous, les gens issus des minorités, tu comprends. Et aujourd'hui, avec la pandémie et la manière dont ils ont besoin de nous dans le système de santé, regarde, tu sais que si demain, même pas demain, même dans un temps sans pandémie, hein, genre que tout va bien, tout se passe bien, tout va bien. Si toute personne issue des minorités ou issue de l'immigration arrête de travailler pendant une journée, est-ce que tu sais c'est quelle catastrophe avec laquelle la ville va se retrouver? Alors, faut pas sous-estimer l'importance qu'on a. Alors, si en plus de ça, tu penses plus loin que, oui, là, je parle des gens de la santé, mais les gens qui sont dans la propreté, les gens qui sont dans les manufactures, les gens qui sont… Man, on est essentiel. Tu comprends ce que je veux dire? Et on se doit d'avoir au moins un minimum de respect et un minimum un minimum de respect dans certaines choses, qu'ils y pensent à deux fois avant de passer des lois comme la loi 21, qui est d'une manière, tu sais, on veut bien la laïcité, mais est-ce qu'on peut avoir aussi la liberté pour les gens, la liberté de respecter leur religion, tu vois? Tu sais, moi, je suis pas super religieux, je suis pas musulman, je suis pas super religieux, je suis pas machin, je vais jamais à l'église, mais ça m'offense que quelqu'un puisse avoir autant de restrictions quand il veut pratiquer son métier, tu comprends? Mais si on est capable au moins de montrer c'est quoi la contribution qu'on a à cette société, on construit le Québec tous ensemble. On a notre mot à dire, on a le droit. Tu vois? Tout à fait. Moi, Fabrice, je ne sais pas si tu as un mot à dire là-dessus. Est-ce que, il y a une question qui est rentrée, est-ce qu'on devrait tous se rendre au gouvernement, au bureau du premier ministre Legault ou aller à Ottawa manifester tous ensemble, puis tous solidaires, sortir de nos foyers, toutes les gens de la diversité pour soutenir cette cause, c'est-à-dire les gens qui sont au niveau de la santé, puis qui ont besoin de papier? Je pense que, puis je vois le temps également, juste vous dire que ça risque d'être mon dernier. Oui. Je pense qu'il y a une diversité de tactiques présentement qui sont en place par différentes personnes
pour faire avancer les choses. Puis je ne veux pas imposer à qui que ce soit qu'est-ce qui devrait être fait. Tu sais, Eddie nommait son humour. C'est une manière de nommer les choses et de faire avancer les choses et de faire évoluer les mentalités. Moi, j'ai mes chroniques, j'ai des vidéos, je fais du travail terrain. Je pense que c'est à chacun la responsabilité de voir comment il veut faire, qu'est-ce qu'il veut faire. Et comme je le nommais un peu plus tôt, si jamais par contre des gens souhaitent manifester, moi, j'offre mon soutien de la manière dont je suis capable. Donc, je ne veux pas imposer en disant voici qu'est-ce qu'il faut faire. Je n'ai pas la réponse par rapport à ça. Et si un jour je propose quelque chose dans ce sens-là, bien sûr, j'espère que les gens vont vouloir le suivre. Antilis, il y avait d'autres points qui sont rentrés, oui? Je sais que Fabrice va nous quitter bientôt et tu t'en vas sur une des grandes plateformes ici au Québec, soit tout le monde en parle. Puis ce que j'ai aimé tout à l'heure, c'est que tu vas dire, tu vas respecter, tu vas accountable for your words. Ce que tu vas mentionner ce soir, ça va venir de ton cœur, ça va venir de toi. Et ça a toujours été la personne qui te représente. Donc, tu es un fier ambassadeur. Puis on te souhaite bonne représentation ce soir. Puis, comme tu disais, Noli, il y a beaucoup de personnes qui posent la question à savoir est-ce qu'on devrait faire un mouvement de masse? Est-ce qu'on devrait se diriger vers un groupe ou des groupes? Je pense que tu l'as dit, chacun d'entre nous avons notre responsabilité de faire la différence. Et c'est un mouvement, si on fait tout ce mindset-là, le mouvement va bouger comme une vague. Oui, puis je pense qu'après, il y a une question qui n'est pas de 0 à 100%. Il y a un côté il y a une pétition. Donc, si les gens se posent la question, est-ce qu'ils devraient faire une manifestation? Ben, l'invitation que je ferais, c'est de dire, ben, il y a peut-être la pétition. Les mouvements ont commencé hier, il y avait des gens qui étaient rassemblés. Est-ce que ça va grandir? Ça, je ne le sais pas. Donc, est-ce qu'on devrait être tous ensemble demain matin au Parlement? Ben, ça commence des fois une manifestation à 100 personnes, puis des fois à 200, puis après à 300. Hier, il y en a eu une. Après, est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Je ne le sais pas. Puis s'il y en a, j'espère que ça va grandir comme mouvement, en espérant que les gouvernements prennent des décisions responsables avant ça. Fabrice, je sais que tu dois quitter. Dis-moi, Eddie, tu voulais-tu rajouter un point avant que Fabrice quitte? Non, écoute, je le suis. Et la seule chose que je disais, ne sous-estimez pas ce que vous pouvez ou ne vous pouvez pas faire. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, un tweet, un statut Facebook, une story Instagram qui parle de ça, qui donne votre soutien à ces gens-là. Ces gens le voient. Tu comprends ce que je veux dire? Ces gens le voient et ça peut peser dans la balance parce que, veux pas, on est un électorat aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Nous avons un poids, nous avons un mot à dire. Et nous sommes, tu vois, peut-être que, et comme il a dit, moi, ce que je trouve intéressant avec ce que Fabrice a dit, c'est vrai que tu sais, ça peut commencer à une manifestation de 100 personnes, et c'est vrai qu'organiquement, ça peut grossir, on ne sait jamais, tu sais, comment ça va. Là, pour l'instant, on n'est pas là. Mais de là où est-ce qu'on est en ce moment, vous avez une plateforme. Ne sous-estimez pas parce que vous avez peut-être juste 100 amis Facebook ou 50 amis Facebook ou machin, que ça ne veut rien dire. Vous comprenez? Faites-le, soutenez-le. Fabrice a fait une très belle vidéo qui le soutient. Vous pouvez partager cette vidéo en grand nombre avec les hashtags qui sont concernés et je vous promets que déjà, l'attention va être attirée. Si ce n'était pas le cas, Fabrice ne serait pas en train d'aller à Tout le monde en parle aujourd'hui. Ça, c'est un signe que son mouvement, que ce qu'il a fait fonctionne. Alors, faites un geste aussi petit que genre juste partager. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, ils vont comprendre que, écoutez, notre voix a un impact, a un poids. Tu comprends? Fabrice, là, je pense que tu es rendu à la deuxième vidéo. Oui, exact. Il y a une deuxième vidéo qui a été faite lundi, puis il va probablement avoir d'autres communications. En fait, même dès ce soir, il va avoir une communication spéciale qui va être envoyée à la fin de mon entrevue. Fait que je vous invite à regarder ça. C'est sûr, c'est sûr. Donc, la première vidéo a été vue par presque 1 million de personnes? Non, 300 000. plus de 300 000. 300 000, excuse-moi. 300 000 uniquement sur mes plateformes. Donc, on est probablement aux alentours de 400, un peu plus de 400 selon moi. OK. Puis là, c'est le mouvement qui fait vraiment la différence. La deuxième, on sait à quoi on devrait s'attendre? En fait, la deuxième, ça a été le déclencheur à Tout le monde en parle. OK. Comme dit Eddie, c'est que c'est ça l'affaire, c'est que ça continue. Fait que ce soir, ça va être 1,3 peut-être million de personnes qui vont voir mon entrevue. Après, moi, et puis c'est pour ça qu'il faut que je vous quitte, j'aurais voulu rester, mais il faut que j'aille me reposer parce que ce soir, il faut que ça. Les 3 points, parle-nous-en avant que tu quittes.
Il y a une ligne devant la bouteille, tu shootes et ça rentre. Allez, va te préparer, j'ai fait la job pour toi, frérot. Cool. Ciao. Merci beaucoup, merci. Eddie, reste avec nous. Nous avons une prochaine invitée qui va se rajouter. Merci, Fabrice. Il y a une prochaine invitée qui va se rajouter à nous. Eddie, pendant que je suis en ligne, je me demande que là. Oui, elle embarque? Non, elle n'est pas là, mais j'ai quelque chose pour toi avant, Noli, pour Eddie. Vas-y. Ça va amener peut-être vers un des points que tu voulais toucher avec Eddie. Il y a Vas-y. quelqu'un qui a posé une question, Eddie Guedwig. C'est un peu drôle, mais ça va amener le sujet de discussion. Edouard te pose la question suivante. En exemple, s'il y avait une élection partielle à Saint-Michel, il y avait 3 candidats haïtiens, tu votes pour qui et comment? Est-ce que c'est celui qui va à l'église, à ton église? Est-ce que c'est celui qui est jeune et qui s'implique dans la communauté? Ou c'est celui qui vient du parti au pouvoir? Vers lequel tu te diriges? Pour moi, c'est facile, celui qui s'implique. Celui qui s'implique? Pour moi, logiquement, c'est celui qui est sur le terrain, ouais. Ah, OK. C'est clair. Ouais, ça t'amène à ta prochaine question, je crois. Celui qui est sur le terrain, et s'il est sur le terrain, et même si c'est le parti au pouvoir, parce que même si c'est le parti au pouvoir, avec le mec au parti au pouvoir, tu vois qu'il est sur le terrain, ou que c'est un parti, c'est le mec qui est sur le terrain, c'est un parti qui n'est pas le mien, ou qui n'est pas celui pour lequel j'aurais… Mais si je vois il est vraiment sur le terrain, il s'implique, il y a des changements concrets dans ma communauté directe, je vais voter pour celui-là, c'est ce qui est logique. Écoute, je sais, j'ai fait un sujet, mais c'est sûr et certain, là, on sort du sujet, mais tu sais, c'est dans plus de ton milieu, Eddie. Là, tu es en confinement, l'événementiel, présentement, est complètement bouleversé. Est-ce que tu penses que ça va être possible de revenir comme avant? Est-ce que tu penses pouvoir refaire tes spectacles comme que tu faisais avant? Comment tu vois ça? Écoute, j'espère, mais la beauté de ce genre d'événement-là, c'est que d'autres choses se créent et d'autres choses nouvelles arrivent après. Tu vois ce que tu comprends? Donc, même si ça ne peut pas être comme avant, le futur, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais je sais que il va sûrement arriver des choses très, très belles aussi. Comme exemple, tu vois, là, il y a mon collègue, je ne sais pas si vous connaissez Phil Roy, c'est un collègue à moi qui a parti dès le début du confinement, le Wi-Fi Comedy Club. Et moi, je l'ai fait 2 fois. Et c'est un comedy club à travers la plateforme Zoom. Parce que les gens, ils viennent, ils font des dons et des choses comme ça. Et on fait du stand-up en bonne et due forme, tu comprends? Je sais que j'ai des collègues aussi qui ont été engagés pour faire des spectacles comme ça dans des plateformes pour des spectacles corporatifs ou des choses comme ça. Donc, il y a plusieurs manières de faire les choses qui vont arriver, qui vont découler de tout ça. Et puis, au long terme, moi, je ne suis pas inquiet. C'est juste à court terme, à savoir comment on va naviguer dans les prochains jours, en attendant qu'on passe à travers cette pandémie qui est un peu plus nébuleux, mais pour le reste, ça va, quoi. Et dis, est-ce que toi, tu es en train de préparer quelque chose là, présentement pour le futur? J'ai quelques deals sur la table et il faut juste qu'on attende que les règles de confinement soient adéquates pour que je puisse remplir mes obligations par rapport à ces deals-là. Donc, voilà, quoi. Écoute, Dorothy est arrivée. Bonjour, bonsoir, Dorothy. Allô tout le monde. Bonjour, Eddie. Allô, Nancy. Oui, ça va. J'imagine que vous vous connaissez. Oui. Bah oui. Évidemment. Écoute, Dorothy, excuse-moi. Je suis vraiment contente que tu viennes à l'émission. Puis aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un sujet quand même assez important. Évidemment, l'événementiel, mais je laisse la parole à Anne-Philé. Mais je voulais juste peut-être dire quelque chose rapidement par rapport à Eddie. Eddie, la danse, le swag là, de ta vidéo, là, no respect. Nice. Man, c'était un grand classique, cette chanson-là, mais ce qui m'a tellement fait rire, c'est d'autres commentaires de la communauté haïtienne qui sont venus, qui m'ont fait marrer, pour de vrai. J'ai vu c'est quoi qu'on disait? Code Cob Petro-Caribéa. Code Cob Caribéa. Mais peut-être juste avant de rire, Dorothy, Eddie, comment tu t'es senti lorsque tu as su que Dominique Anglade devenait la première chef du Parti libéral? Quelle était ta première réaction avant de faire la vidéo? Comment tu t'es senti? Tu t'adresses à moi, là, présentement. Non, Eddie, après on va venir à toi, Dorothy. Après, ça va être à ton tour. OK. Attends, tu me demandes à moi? Oui, Eddie. Excuse-moi, j'ai compris Dorothy, excuse-moi. C'est ça moi aussi. Comment moi, je me suis senti quand elle a été élue?
Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui nous ressemble prendre cette position-là. Tu comprends? Après, exactement comme j'ai dit dans la vidéo, je ne suis pas dupe. Le Parti libéral, c'est un parti qui a fait beaucoup de choses de travers, beaucoup de torts, beaucoup de scandales qui sont sortis de là, et il y a un gros nettoyage à faire. Le parti a ses preuves à faire. Tu comprends? Ah oui. Et aussi, ça c'est un. Et de deux aussi, c'est un parti aussi qui a souvent pris acquis que les gens qui nous ressemblaient allaient voter pour eux de façon aveugle. Tu comprends? Un peu parce que de toute façon, dans le système électoral, comment il est fait, il est tellement mal fait que tu ne peux même pas vraiment voter pour qui tu as envie. Parce que si moi, je dois regarder tous les grands partis, je dirais que dans mes valeurs propres, Québec solidaire se rapproche beaucoup plus de ce que je suis que le Parti libéral. Mais à chaque fois que tu votes, c'est comme si tu as l'impression que you're about to die, ou bien si tu ne fais pas tel choix, c'est l'apocalypse. Parce qu'avec 36-37% des voix, l'autre parti dirige la province, alors ça laisse comme 62-63% des gens qui sont quand même comme moi, ok, je ne suis pas très satisfait, tu vois. Donc à chaque fois que tu votes, on dirait que c'est toujours un vote stratégique ou c'est toujours un vote comme ça. Donc oui, je suis content pour Dominique Anglade de voir quelqu'un à cette position-là, tu comprends. De la même manière aussi que content de voir aussi qu'au PQ, c'est aussi un homme de couleur qui est le chef par intérim en ce moment, tu comprends. Mais pour Dominique Anglade, parce que dans ce que ça nous avantageait, il y avait un peu plus d'avantages pour nous par rapport à ce parti-là, ou moins de contraintes, on va dire. Il y a moins de contraintes avec ce parti-là que par rapport aux autres. Bon, de voir quelqu'un qui nous ressemble et qui se soucie un peu de notre réalité ou qui comprend notre réalité. J'espère et je croise les doigts que ça va changer les choses, mais il y a encore du pain sur la planche. Super. Excellent. Et toi, pour toi, Dorothy, là, Willis, là, c'est toi, Dorothy. Écoute, je rejoins un peu les propos d'Eddie, puis c'est sûr que je vois là aussi une victoire féminine, je vois une victoire pour les gens, pour les personnes racisées, donc évidemment pour toutes les communautés culturelles. Donc, une double victoire. Et c'est pour ça qu'on parle qu'elle a percé un double plafond de verre. Donc, oui, je suis contente. Et ça nous permet de croire, et surtout dans les langues que nous sommes, de pouvoir accéder à des postes. Hein, parce qu'on a l'impression que ça se passe avec nos voisins du Sud. Mais ici, même au Québec, au Canada, nous aussi, on peut accéder à ces postes-là. Et je trouve ça magnifique pour les plus jeunes parce que notre génération, on n'a pas connu ça, nous. Donc, nos enfants, eux autres, ils grandissent déjà avec ces exemples qui, pour eux autres, c'est quasiment acquis. Donc, pour eux autres, ça ne sera pas inimaginable de se dire que plus tard, écoutez, moi, je vais être premier ministre, je veux être chef d'un parti libéral ou parti québécois, pourquoi pas, souverainiste aussi, tu sais. Donc, moi, je trouve que ça inspire le rêve. Mais Dorothy, ça me fait penser, je ne voulais pas prendre la parole, je vais laisser la parole à Hansley, mais audace au féminin, c'est un peu dans une même philosophie. On peut y arriver? Absolument. Ça prend de l'audace. Et puis, c'est un mouvement féminin qui met de l'avant les femmes noires. Donc, on met en lumière les femmes noires qui brillent dans l'ombre. Et à travers nos événements, à travers nos activités, on leur offre des outils. On contribue à leur émancipation. Donc, alors c'est sûr que pour toutes ces raisons et encore plus aussi pour des raisons personnelles, je suis très fébrile avec l'annonce de Dominique Anglade au sein, comme chef du Parti libéral. Mais absolument. D'ailleurs, le slogan du Salon international de la femme noire, c'est « N'aie pas peur, ose ». Donc, on veut vraiment insuffler cette dose d'estime aux femmes noires de percer les plafonds de verre. Hansley, tu voulais dire? Ah, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Excusez-moi, parce que je ne veux pas avoir de feedback. Excusez, désolé. Tu l'as bien posé la question par rapport à c'est quoi l'idée du Salon international de la femme noire. Je trouve que c'est très loin. Ça fait 3 ans ou peut-être 4 ans que tu fais ça, Dorothy? Là, on est sur notre 3e année. 3e année. Puis c'est tout à ton honneur parce que d'ouvrir des portes, de faire un salon pour les femmes noires ici au Québec, c'est quelque chose que vraiment tu as dû frapper des portes, casser des barrières. J'aimerais t'entendre là-dessus. Comment tu as commencé ce mouvement-là et ce salon-là? Écoute, déjà là, quand tu dis casser des portes, c'est pas encore terminé. Puis les gens qui me connaissent, je l'ai souvent dit, si on a la peau foncée, c'est pour foncer et défoncer les portes. Donc,
C'est pas encore terminé. Et c'est parti d'une frustration. Le fait que c'était 2 semaines, malheureusement, après le décès de ma mère. Je trouvais pas de fond de teint à Rivière-des-Prairies, dans un quartier où il y a plus de 80% sont des gens noirs. Et ça m'a énervée. J'ai partagé ma frustration sur les réseaux sociaux. Les gens m'ont envoyé plein d'informations sur des produits cosmétiques. Là, je me suis dit, pourquoi pas avoir un lieu où on pourrait avoir non seulement les produits cosmétiques, mais aller plus loin que ça, parce qu'il ne faut pas définir la femme à un bâton de rouge à lèvres. On est beaucoup plus que ça. On a quelque chose entre les 2 oreilles. Donc, l'idée est arrivée avec un salon international de la femme noire. Encore une fois, une avalanche de réactions. Et là, je me suis dit, bon, ça va de l'air que je n'ai pas le choix de le faire. Et du jour au lendemain, une équipe s'est jointe. J'ai été contactée de 3 personnes. Le lendemain, il y avait une page Facebook qui a été créée. Le logo aussi. Et puis, c'est ça, là. Donc, je ne suis pas seule dans ce travail-là. Et ça, c'est très important pour moi de le mentionner. On me voit devant ce beau projet-là, mais il y a une armée d'Amazones afrodescendantes derrière moi. Et j'aime bien le dire, des femmes noires, parce que, encore une fois, c'est un message qu'on envoie. On est capable de faire des choses. Notre site Internet, notre infographie, nos communications, tout, des femmes noires. Et encore une fois, on représente bien cette diversité des communautés noires. Donc, on a des femmes noires de tout, que ce soit des pays d'Afrique, des Antilles, West Indies, on a même des métissages femmes noires, latinas, bref, afro-latines. Écoute, je suis très fière des musulmanes, d'ailleurs, Aid Moubarak. Et donc, je suis très fière de ça parce que c'était ça le but, c'était d'aller chercher et de représenter toutes ces femmes noires qui existent au Québec, mais aussi dans le monde. Je peux te confirmer, Dorothy, à 250%. Quand j'ai vu une de vos rencontres tard le soir, comment ça chauffait là-dedans, les discussions. On sentait que ce n'était pas juste pour faire un beau salon, pour que ça représente bien, mais il y avait une mission, il y avait vraiment une identité. C'était vraiment très, très solide. Et je peux te confirmer de l'autre côté, parce que je travaille souvent avec Noli. Des fois, je suis excité, j'ai des idées, j'appelle Noli. Tu sais quoi, j'ai pas le temps, je travaille sur le salon de la femme noire, j'ai pas le temps pour toi. Oh, je passe en deuxième à cause de ton salon, mais bravo, bravo. Non, mais écoute, encore une fois, c'est une mission, hein? Et on est là pour représenter toutes les femmes noires, mais aussi les communautés noires, parce qu'il ne faut pas se le cacher, il faut le dire, hein, messieurs Eddie ainsi que toi, Hensley, les piliers des communautés noires, bien, ce sont les femmes. Donc, c'est important qu'on s'occupe d'elles, c'est important qu'elles trouvent aussi un espace de rassemblement où elles peuvent se reconnaître, mais aussi où elles peuvent aussi débattre des sujets d'actualité, parce que souvent, on est assez sur des enjeux de la société, mais tandis qu'ici, nous, on prend notre place. On prend notre place ici au Québec. On est avec un esprit inclusif. Donc, oui, notre clientèle cible, ce sont les femmes noires, mais on incite les femmes noires à prendre leur place ici même au Québec et au Canada. Dorothy, écoute, là, tu as fait un virage, un pivot. Normalement, le salon devait avoir lieu cette semaine. Oui. Physiquement, cette semaine. Ouais. Mais il va avoir lieu cette semaine. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer le salon de cette semaine? Oui. Alors, pour cette 3e année, le 30 mai, on devait recevoir les gens au Grand Quai du Port de Montréal pour une 2e année. Malheureusement, vu les circonstances, on a dû reporter ça à l'année prochaine. Et c'est ça, Noli, comme tu l'as mentionné, un peu comme tout le monde, comme tout entrepreneur, on a fait aussi un pivot. Donc, on a décidé de transférer le salon en ligne. Et cette fois-ci, ça va se faire sur 3 jours. Donc, pendant 3 jours, les gens vont pouvoir bénéficier de l'expérience du Salon international de la femme noire. Et je suis vraiment contente parce que l'équipe, encore une fois, a bien travaillé. On est allé chercher des panélistes d'ici, mais aussi des autres provinces, des autres régions, du Canada, de l'étranger, de France, d'Afrique. Et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on s'est adapté à la situation actuelle. Donc, c'est sûr que nos sujets concernent un peu la COVID, mais aussi, on va aborder des sujets qui sont un peu plus légers aussi, hein, parce que ça, c'est important aussi de garder cette légèreté au niveau du salon. On est là pour parler des vraies affaires, mais pourquoi pas, on va voir une soirée, par exemple, pour 18 ans et plus, ça, c'est bien important de le mentionner, mais bien qu'aujourd'hui, la nouvelle génération 14 ans et plus, c'est quoi cette soirée-là, 18 ans et plus? Je suis curieuse. C'est une soirée, comment épicer nos soirées lors du confinement. Je vois Eddie.
Il se laisse aller les doigts. Eddie, est-ce que tu vas l'écouter cette soirée, ce moment-là? Bah, si j'ai le droit de l'écouter, je peux. Ah ben, franchement, c'est sûr. C'est sûr. Les hommes sont invités. Hein? Les hommes sont invités. Ah, bah, c'est bien. Alors, bah, dans ce cas-là, moi, je serais content. Écoute, si ça me permet de rajouter quelques cordes à mon arc et avoir quelques skills de plus ou Ouais. ah, why not, hein? Oui, oui. Et c'est ça qui est le fun aussi, c'est que cette année, on a beaucoup plus d'hommes qui participent au niveau de la programmation. Donc, que ce soit au niveau des panélistes, je pense à Greg Fergus qui va parler au niveau de l'impact de la COVID sur les communautés noires et également la chef Dominique Anglade qui sera sur ce panel-là. Mais on va parler aussi de fitness. On va avoir avec Nadège Saint-Philippe, on va voir Serguino qui va faire de l'afrobeat. Je pense aussi à, écoutez, je pense à, comment s'appelle le panel des jeunes, Patrick Isaac, qui va animer le panel des jeunes parce qu'on veut donner cette parole-là aux jeunes. Comment ils vivent ça? Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui vivent la dépression, mais moi, je trouve ça tellement drôle parce que moi, j'ai 2 ados à la maison et je peux vous dire qu'ils vivent les moments les plus heureux de leur vie. Hein? De pouvoir jouer à Fortnite, faire les devoirs, quand on dort, hein, qu'on s'entend. Ben oui. Mais c'est ça, là. Donc, j'invite tout le monde vraiment là, à être présent du 29 au 31 mai. Puis, on a aussi conçu la programmation de manière à ce que les gens puissent vaquer à leur occupation. Hein? Parce que même moi, je suis tannée d'être plantée devant un écran. Donc, n'ayez crainte, ce n'est pas toute la journée du 29 au 31. Il y a des moments espacés, donc de 3h, 4h. Donc, vous avez le temps de faire la file d'attente au Jean Coutu, puis revenir et puis faire désaffecter vos produits et vous installer pour suivre le salon. Là. Alors, on s'attend à quoi? On s'attend à de la programmation. On s'attend à des conseils des experts, que ce soit au niveau des finances, pour les entrepreneurs comme pour les particuliers. On s'attend aussi à, comme je disais, à des moments de plaisir. On va avoir même un moment de lecture pour enfants avec Louise Mumbu, qu'on surnomme Bibiche, qui est une autrice, qui va être présente aussi, qui va faire une petite lecture. On va avoir un moment de motivation avec Eliane Isaac. Écoutez, Beverly Baines. Ah oui, puis ça, c'est important de le mentionner. Tous nos panels sont bilingues. Donc, nos modératrices sont bilingues, complètement bilingues. Et on va avoir des panélistes uniquement francophones comme uniquement anglophones. Donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et puis, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que là, on va réussir à rejoindre des gens à l'extérieur du Canada. Et c'est ce qu'on souhaite aussi éventuellement parce que la vision du Salon international de la femme noire, c'est de devenir la Mecque des femmes noires du monde entier. Là. Hein? Eddie, qu'est-ce que tu en penses? Tu vas participer? Bah ouais, moi je veux bien. Ça a l'air d'une initiative, d'une belle initiative. Et puis, je serais très content d'y participer. Ben écoute, on t'envoie le lien, Eddie. Oui, je voulais que tu parles du lien parce que là, le temps passe. Dis-moi, les gens, s'ils veulent participer, comment ils font pour rejoindre? Comment ils savent la programmation? Alors, dans la programmation, comment ça se passe? Alors, tout est gratuit. Ça, c'est bien important aussi de le mentionner. Les gens vont sur notre page Facebook, Audace au féminin, Salon international de la femme noire, ou sinon sur notre site Internet, www.sifn-montréal.com. Et merci à vous. Merci Talent Caché de nous offrir ce petit moment-là pour présenter le Salon international de la femme noire. On est ravis, évidemment, d'avoir Noli qui travaille côte à côte avec moi, qui est notre coordonnatrice de projet. Mais on a aussi une belle équipe, là, comme on va vous les présenter après la fin du salon. OK. Donc, est-ce qu'il va y avoir des moments live, il y avait des moments enregistrés? Comment que, si les gens veulent ça va être possible? Ah oui, il va y avoir des moments live, il va y avoir des moments enregistrés. Les gens peuvent nous écrire. Écoutez, on est tellement branchés, là, on est sur toutes les plateformes. Donc, on ne peut pas nous manquer. Hein? C'est impossible. Alors, tous ceux qui écoutent, écoutez, ça commence ce vendredi. À 9h. À 9h. On se lève de bon pied. Et oui, exactement. Donc, même si vous êtes au travail, vous avez un petit moment, vous allez l'écouter. Écoutez, il y a vraiment de tout. Dorothy a préparé avec l'équipe une programmation extraordinaire. Chacun va trouver son compte, ça c'est sûr et certain. Eddie, écoute, on a un mot de la fin. Est-ce qu'il y a des questions qui sont rentrées entre-temps? Parce que là, je suis partie et... Je te dirais qu'il y a beaucoup de commentaires qui acquiescent à tout ce que vous dites les deux.
Ce que j'ai entendu, je ne vais pas le nom de la personne, mais ce que je trouvais fort intéressant, c'est qu'il y a une personne qui a commenté disant que c'est fascinant de voir des humoristes qui ont un talent d'orateur venir au service de leur communauté. Oh, Souvent, wow. quand on regarde des Seinfeld, on regarde des gens qui sont super vedettes, vont rester dans le champ de la comédie. Parce que vous êtes des personnalités très talentueuses. Vous avez décidé de mettre votre talent au service de la communauté. Ce que je peux lire entre les lignes, c'est bravo, merci beaucoup pour votre support puis ce que vous faites comme ambassadeur au sein de la communauté. Bien, merci. Je peux me permettre aussi de dire, moi, évidemment, moi, je suis plus jeune que Eddie au niveau de l'humour. Et j'ai vu Eddie sur scène et j'ai vu d'autres humoristes afro-descendants. Puis, je peux vous dire que la plupart, on a toujours défendu la cause, même en humour. Et il ne fallait pas trop jouer avec nous aussi là, sur les blagues de Noirs. Là, en notre présence, ça ne passait pas trop, là, tu vois. Donc, Eddie fait un beau travail. Il a prêté sa voix. Moi, j'ai connu Eddie avec son premier numéro là, qui circulait sur les Haïtiens là, qui font du bruit, là, comme... C'est tellement vrai. Hier, j'avais une entrevue, puis qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, en tout cas, bref, j'ai parlé, puis j'ai dit « beau ». Et puis, c'est sorti comme ça. Je dis « excusez-moi. Je suis haïtienne. » Il faut dire, il a marqué l'histoire, mon histoire humoristique, tu l'as marqué. J'ai vraiment, mais sincèrement, écoute, je t'ai suivi depuis le début, puis aujourd'hui encore, je te suis, je vois ton évolution. Je trouve ça magnifique. Oui, puis même aussi d'aller chercher ton dernier show, le titre du show, c'était Mokonzi. Ouais. J'ai trouvé ça fort. Je trouvais ça, c'est de l'audace, ça. D'arriver avec un show, un titre en lingala, si je ne me trompe pas. L'audace au masculin. Bon. Mais ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire, par contre, c'est quand même ce que je trouve merveilleux. Tu sais, pendant un petit moment dans ma carrière, je me suis senti un peu, on va dire, seul dans ce milieu. Mais à l'heure d'aujourd'hui, guys, ceux qui s'en viennent, la génération d'après, vous allez être servis. Franchement, il y a vraiment des noms qui sortent du lot, que ce soit les Dolino, les Jean-Michel, les Mi Benson, et j'en passe encore, les Erickson. Et tu sais, ça me fait tellement plaisir de voir tous ces mecs-là, de voir des Anas, tous ces mecs-là, de les voir, ça me fait tellement plaisir de ça et de comprendre que bon, ben voilà, tu vois, j'ai fait ça et ce que j'ai traversé, je ne l'ai pas traversé pour rien et que derrière, il y en a d'autres qui peuvent passer après moi et puis. Et je me permets excuse-moi, Anoli, hein, je me permets de rebondir sur ce que Eddie vient de mentionner parce que il y a encore du travail à faire, par contre, au niveau des femmes noires. Hein? On est content de voir toute cette mec-là, cette ligue de, les Black Boys Comedy. On aime ça. Mais j'ai hâte de voir aussi The Queens of Comedy, aussi made in Québec. Et je pense à Gary-Anna Jean-Louis, qui elle aussi, écoute, elle fait des choses sensationnelles, très connue aussi, surtout dans la communauté haïtienne, mais elle a encore sa place ici au Québec. Prends le terrain. J'ai rencontré quelques-unes encore, mais pas encore assez pour être assez visible. Et j'ai hâte. Et j'ai même hâte de vous retrouver. Là, je suis en train de travailler sur autre chose, là, mais je reviendrai. Dorothy, Eddie, merci d'avoir ouvert la porte pour ceux qui s'en viennent. Merci d'être ambassadeur comédien. Et non seulement ça, de porte-étendard, tu parles, non seulement tu es aussi comédien, oui, animateur, oui, mais aussi tu prends les causes à cœur. Et ça, je remercie énormément parce que, Eddie, tu portes certaines choses sur ton épaule et tu le fais vraiment humblement. Je remercie d'être l'homme que tu es. Donc, écoute, le salon, je sais que tu as tellement de projets et puis ça fait que ouvrir des portes ce que tu fais. Et puis, ça permet à d'autres personnes aussi de pouvoir dire « ose ». Et je pense que, tu ouvres très bien la porte. En tout cas, vous êtes des ambassadeurs. Les jeunes vous suivent et les gens qui vous suivent savent que, écoutez, vous faites que ouvrir les portes. Mais merci. Écoutez, on va vous quitter. 19h35. Merci pour tout. Hansley, oui, Eddie, tu voulais dire quelque chose? N'oubliez pas de regarder Tout le monde en parle. Tout le monde en parle et de supporter le taureau. Et puis, je vais mettre sur la page toutes les coordonnées pour le soutien pour
les migrants, les anges gardiens de la communauté, de la diversité. Je vais mettre aussi toutes les informations pour le salon, très important. Et merci, Eddie. Merci, Ansley, de m'écouter, de toujours répondre à mes appels, avoir des idées, puis j'arrête pas. Michel, Edelyne, merci. Judith, directrice, écoute, elle aussi, je pense que des fois, je ne sais plus ce qu'elle va faire avec moi, mais je remercie toute l'équipe de me supporter et tous les gens qui me suivent et qui m'écrivent à toutes les semaines. À chaque fois que j'ai un invité, il me dit « OK, oui, telle chose, telle chose ». Je vous remercie toutes et vous faites vivre Talent Caché. Alors, merci Eddie, merci Do, Ansley et merci à tous les gens qui me suivent. Merci à vous. Merci. Ciao. Ciao. À la semaine prochaine. Oui.